Donc, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Le webinaire débutera dans quelques instants. Le temps qu'on va prendre pour attendre pour que tout le monde se connecte. Si vous voulez partager avec nous d'où vous écoutez, nous, on est à Laval, mais ce serait le fun de voir d'où tout le monde écoute aujourd'hui. Si vous voulez partager, on vous encourage. Non, un autre Laval, un confrère, Québec. Ben oui, la capitale nationale, Éric. Le peut-être. Rouyn-Noranda, au centre-ville, La Sarre. Ben ouais, c'est un peu partout, c'est le fun. Fait que, on est rendu où? Bon, ben, on a quand même plusieurs, Victoriaville, Amos, Chicoutimi. Bienvenue à tous. Prochaine question, ça c'est combien de centimètres de neige que vous avez eu hier? Ouais, la prochaine question, ouais. Rivière-du-Loup, Magog, c'est parfait. Bon, ben, je pense qu'on a entendu assez. Là, le monde va nous rejoindre pendant, mais pour l'instant, on va commencer. Donc, nous sommes très contents de vous retrouver pour notre premier webinaire Microage par la technologie de l'année 2026. Le webinaire d'aujourd'hui porte sur ce qu'on appelle Shadow AI ou en français l'intelligence artificielle fantôme. C'est quoi? On va discuter de c'est quoi la réalité, les risques et quelques recommandations. Donc, mon nom est Maria Fiori. Je suis directeur des opérations chez Microage et je suis accompagnée aujourd'hui par Sergio Lima, directeur succès à la clientèle. Bienvenue, Sergio. Bienvenue, bonjour à tout le monde. Donc, avant qu'on commence, il y a juste quelques petites notes à savoir. Tous les participants sont en mode silence pour réduire le bruit de fond, comme vous l'avez déjà deviné. Nous encourageons les questions. Il suffit d'utiliser la section questions et réponses pour les demander. L'interactivité entre vous et nous, ainsi qu'entre vous tous, est essentielle. Fait que n'hésitez pas à utiliser le chat pour partager vos commentaires tout au long du webinaire. Le webinaire est enregistré. Le lien vers l'enregistrement vous sera envoyé dans les prochaines 24 heures si tout va bien. Dans le même courriel, vous recevrez aussi le lien pour télécharger le livre électronique que nous mettons à votre disposition aujourd'hui. Nous vous encourageons à profiter de ces ressources et de partager les liens avec vos collègues qui pourraient en bénéficier. Dernièrement, à la fin du webinaire, on va partager dans le chat un lien vers un court sondage pour recueillir vos impressions. Prenez une petite minute pour pour nous donner votre avis. Ça nous aide à améliorer les prochains webinaires. Et justement, ce webinaire était une des suggestions de personnes, des participants dans les webinaires auparavant. Fait que merci beaucoup. Avant que je passe la parole à Sergio, je prends un instant pour vous donner un aperçu de Microage pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, Microage est un fournisseur de services technologiques avec 41 succursales à travers le pays. Nous fournissons des services et des solutions informatiques à nos clients depuis maintenant 45 ans. C'est notre 45e année aujourd'hui. Pas aujourd'hui, mais cette année. Nous croyons fermement à l'établissement d'un partenariat avec nos clients afin de les aider à atteindre leurs objectifs. Pour ce faire, pour que ce partenariat soit fructueux, nous devons bien comprendre vos opérations, qui sont vos clients, comment vos équipes travaillent, vos défis, vos opportunités et tout ça. Et cette compréhension nous permet de recommander et de fournir les services et les solutions TI qui répondent réellement à vos besoins. Voilà un aperçu de qui nous sommes et la manière dont nous travaillons avec nos clients. Et avec ça, je passe la parole à toi, Sergio. Merci Maria, bonjour à tout le monde. Bienvenue dans le monde de Shadow AI.
On va passer à travers au niveau qu'est-ce que ça veut dire, le Shadow AI, les risques, les enjeux au niveau de la conformité, les scénarios. Je vais vous donner quelques scénarios typiques qu'on voit dans des environnements et un petit peu d'informations au niveau de la gouvernance, les meilleures pratiques, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour, je ne dirais pas empêcher, mais d'encadrer les outils de IA pour vos employés. Évidemment, ça s'en vient pour tout le monde. Fait qu'on ne veut pas empêcher la productivité, l'optimisation, le fait que le IA est ici, c'est bien. Moi, je trouve que ça bien pour tout le monde, mais c'est sûr que ça vient avec des risques. Il faut vraiment comprendre c'est quoi les risques et puis il faut même être plus vigilant au niveau quel outil qu'on utilise. Donc, c'est quoi le Shadow AI? Je vais directement en dessous du visage au niveau, si vos employés utilisent un IA sans supervision, vous faites déjà du Shadow AI. Vous sachez ou non, là, en fait, si vous avez des employés qui utilisent du ChatGPT, le Copilot, Gemini et tous les autres outils, sans surveillance ou sans encadrement, ben ça égale à du Shadow AI. Des exemples qu'on voit à l'écran, c'est vraiment l'utiliser ChatGPT, le Claude, Gemini et toutes les autres. On utilise ça pour faire des courriels, pour répondre à nos clients. On utilise ça pour bâtir des documents, des contrats. Sauf que c'est sûr que les employés, si on ne les surveille pas ou si ils ne se sont pas faits éduquer ou former sur comment l'étiquette ou comment des choses à faire ou ne pas faire avec des outils qui sont ouverts au public. Exemple, téléchargement ou téléversement des documents qui sont potentiellement sensibles à votre entreprise, mais sont téléchargés parce qu'ils ont besoin, un employé a besoin d'aide sur un document. Ben, ce qui veut dire, c'est que ça sort de la conformité, puis ça vraiment ça amène vos documents puis potentiellement vos données sensibles disponibles ou publiées pour le reste du monde de profiter ou d'exploiter, mettons. Il y a aussi des extensions au niveau des navigateurs comme Chrome et tout qu'on peut rajouter pour nous aider à chaque jour qu'on fait du browsing ou sommaire des sites web. Si le site web, on a besoin de faire de lecture, ben, il y a des outils ou des extensions qui nous aident. Sauf que souvent, il y a des outils que ça ramasse un petit peu plus que juste faire le sommaire d'un site web, ça ramasse des informations personnelles et ça risque d'être dangereux. Donc, c'est ça. Fait que l'automatisation des IA créée par le personnel, là, on a des clients que eux autres, ils créent leur propre IA. Encore une fois, si on n'a pas des règles, si on ne peut pas l'encadrer correctement, si on n'a pas de supervision, surveillance de tout, on n'est pas capable de dire si c'est dangereux ou pas. Et là, ça devient du Shadow AI. Donc, pourquoi on a du Shadow AI? Ben, c'est parce que les gens veulent avoir des résultats beaucoup plus rapides. Évidemment, on veut être plus optimisé. Moi, je veux être plus productif au niveau de mes tâches, mes documents, le sommaire, d'être capable de répondre. Moi, je trouve que c'est un bel outil. Mais c'est ça, il faut prendre ça avec un grain de sel. Souvent, ce qui arrive avec ça, c'est que parce qu'on n'a pas tous les outils à l'interne, ben, les employés s'en vont vers du ChatGPT ou Copilot pour avoir de l'aide, qui n'est pas mauvais, mais c'est juste que, encore une fois, si on n'est pas capable de voir quel outil et quel genre d'information qui est transféré, c'est difficile. Mais on vit dans un monde qui est très rapide. On a besoin de réponses très rapides, de fournir des livrables très rapidement. Donc, évidemment, l'intelligence artificielle aide à nous que ça soit plus rapide, en fait. Ça nous aide au niveau de l'innovation aussi. Évidemment, si on utilise ChatGPT ou Copilot, ça nous aide à être beaucoup plus innovatifs. Donc, les risques cachés, je vais lire les statistiques. Jusqu'à 79% des travailleurs au Canada utilisent des outils IA au travail. Okay? Sauf que seulement 25% utilisent des solutions qui sont approuvées par l'entreprise. Donc, encore une fois, ce n'est pas méchant, mais c'est juste que
tout le monde utilise de l'IA, mais si on n'est pas capable de le surveiller, ça risque d'être un problème. Donc, c'est quoi les risques qu'on a? La fuite des données, comme j'ai parlé. On prend des documents, on les télécharge, je veux rédiger un document ou prenez ce document-là, je veux le convertir, changer le nom, changer d'adresse et tout. Ces informations-là, s'il n'y a pas de paramètres ou configuration à l'intérieur de votre environnement pour restreindre ou s'assurer que euh, l'information personnelle ou l'information importante de la business de votre entreprise n'est pas sortie, ben c'est ça, il faut, encore une fois, comme j'ai dit, encadrement, c'est le gros mot pour ce webinaire-là, c'est vraiment d'être capable de voir tout ce qui se passe en termes de transactions et activités au niveau IA. Quand on fait ça, ben là, ça soulève la non-conformité, que ce soit ici au Québec, on a la loi 25, on a le PPDA de Canada, ou aussi peut-être en Europe, si vous êtes en Europe, c'est le GDPR. Mais encore une fois, euh, le IA fait partie au niveau de la conformité. Il faut prendre compte que le IA doit faire partie de votre conformité. Il y a des vulnérabilités au niveau de la sécurité. Comme j'ai dit, il y a des extensions de furteurs qui restent possiblement de ramasser de l'information que vous ne voulez pas que ça soit ramassé. Euh, il y a aussi des erreurs de prise de décision, évidemment. C'est basé sur du IA. Puis le shadow, c'est vraiment le flux de travail que les TI ne peuvent pas surveiller. Encore une fois, si on voit, c'est un peu comme le concept des services gérés quand on gère des clients. Si notre client a 20 ordinateurs puis on surveille juste 10, ben, les 10 autres, nous, on les considère comme rogue, mais techniquement, ça peut être considéré comme du shadow IT, en fait, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe avec les postes de travail. C'est le même concept avec l'application ou l'outil de IA. Si on n'est pas capable de voir ce qui se passe avec l'usager et l'outil, euh, ça risque d'avoir des risques de sécurité, des risques de fuite et des risques de conformité. Donc, comme j'ai dit, le Shadow AI n'est pas le méchant. C'est juste parce qu'il faut vraiment l'encadrer correctement. Euh, donc, j'ai mentionné comme quoi que ça peut aider au niveau de la productivité, l'optimisation, l'automatisation, parce que je le vois souvent au niveau de l'équipe technique qui utilise des outils IA pour automatiser certaines tâches à chaque jour qui deviennent répétitifs, puis ça ne leur tente pas de le faire. Euh, Moi, je vois des instances de notre équipe au niveau utiliser Copilot dans un environnement pour la gestion, pour être capable de voir des alertes et nous envoyer certains alertes, courriels ou faire des actions automatiques pour nous aider. Mais il ne faut vraiment pas se fier 100% sur ça, là. C'est un outil qui nous aide et pas un outil qui va nous remplacer parce que, évidemment, il y a beaucoup de choses qui viennent alentour de l'IA qui risque, c'est pas un humain, fait que il risque d'avoir des problématiques. Donc, moi, je le vois surtout ça, je le vois au niveau de le contenu, création de documents. Je vois souvent, dans notre monde, on voit souvent les traductions anglais-français qui facilitent les sites web anglais, on les traduit sommaires en français. C'est beaucoup plus facile à faire ça que de trouver d'autres outils pour le faire. Euh, je le vois aussi au niveau de la communication entre clients, partenaires, envoi de courriel, sommaire, quand on fait les rencontres, mais ça, avec les transcripts, ben, on fait un sommaire. On utilise le IA justement pour faire vraiment faciliter. Au lieu de taper 1 heure de sommaire, ben, on utilise le IA pour nous aider à faire un sommaire. On fait la validation, puis ensuite on l'envoie. Il y a beaucoup d'équipes au niveau marketing, créativité et tout, qu'on peut vraiment l'utiliser en avantage pour l'équipe de vente, l'équipe de marketing. Avec beaucoup d'avantages. Juste avant qu'on passe au prochain slide, on a mis Oui. un sondage qu'il y a eu beaucoup de monde qui ont répondu. Désolé, j'ai Et, passé à travers. et c'est ça, là, tu sais, le 63% disent qu'ils utilisent le IA au travail, puis il y a 35% qui disent non. Fait qu'il y a quand même 63, là, c'est quand même beaucoup. C'est peut-être pas 79 là, qu'on a Oui, vu dans le oui. sondage de IBM, là, mais c'est quand même beaucoup, beaucoup de monde. Ouais, c'est quand même quelque chose.
Puis on va voir dans les prochains diapos là, de quoi je parle au niveau qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour essayer d'avoir une vue assez bien au niveau de les outils ou qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour essayer de limiter les risques. Encore une fois, des exemples qu'on a, le coordinateur qui utilise ChatGPT pour des propositions, tout le monde le fait en fait, bon, ou le 79% ou 60 quelques pourcents, on le fait. J'avais mentionné au niveau des techniciens, de plus en plus, je vois des ressources techniques qui utilisent les outils de IA pour, encore une fois, faire le dépannage, avoir un deuxième aperçu, de deuxième opinion de qu'est-ce ils veulent faire, mais c'est l'IA qui fait des recherches pour peut-être valider ou poser des questions pour s'assurer que tout va bien. Les représentants de vente, moi je le vois partout, pas juste avec nous, mais les représentants de vente utilisent et commencent à utiliser le IA pour faire genre aller rentrer dans leur CRM, avoir les listes de clients potentiels, faire une campagne de marketing visée pour ces personnes-là avec certaines informations et fait les suites avec un courriel bien écrit par le Copilot, mettons, euh, et validé par l'utilisateur, évidemment. Euh, mais c'est ça, on utilise plein de choses. Et je le vois souvent aussi au niveau des KPI, fait que les Key Performance Indicators. En fait, quand on a des métriques, quand on a un département de comptabilité qui utilise beaucoup de chiffriers Excel avec des calculs, puis on a besoin de faire des sommaires, ou quand on a, nous, une livraison de services, puis on veut voir le nombre d'appels, le temps de résolution, est-ce qu'on a résolu comme il faut, est-ce qu'on a atteint nos objectifs, on peut utiliser le IA pour faire un sommaire, un calcul et sommaire de tout ça sans être obligé de regarder 3, 4 écrans et essayer de compiler un chiffrier Excel avec tout ça manuellement. Mais ce n'est pas juste cette liste-là, c'est sûr que beaucoup d'autres. Donc, le gros problème, encore une fois, aucun cadrement ou zéro visibilité, comme j'ai dit. Si on ne peut pas voir, ben, on ne peut pas appliquer la gouvernance et la sécurité au niveau des données. Et non seulement ça, mais des propriétaires ou la direction. Si on est curieux de voir si mes employés sont plus productifs, est-ce que ça va mieux? Est-ce que ça peut leur libérer du temps pour faire d'autres tâches? Parce qu'on ne voit pas qu'est-ce qui se passe, on n'est pas capable de voir si vraiment il y a un avantage à utiliser ces outils-là. Il n'y a aucune cohérence dans les résultats de IA. Encore une fois, il faut prendre ça avec. Il ne faut pas prendre à 100% que les résultats que l'outil IA va vous donner, que c'est bel et bien la vérité. Je pense que je le Mais, mentionne dans le prochain diapo là, par rapport à ça, les hallucinations IA. mais c'est aussi la façon qu'on demande la question. Fait que c'est toi, Mhm. tu demandes la question d'une façon, puis moi, je le demande d'une autre façon. On va peut-être avoir différents résultats parce que justement, Ouais, on appelle ça des invites, je pense, en français, des prompts. ouais, C'est ça aussi, là. Fait que, tu sais, quand on essaie de comparer, c'est quoi la bonne affaire, c'est quoi le- le bon résultat, ben ça peut être tout dépendant de comment tu demandes la question. ouais, c'est ça. Parce que si on ne met pas les bonnes informations au niveau du prompt, ce qui peut arriver, c'est que si on demande des dates, des noms et tout, au lieu que ça répond je ne sais pas, ben, ce qu'il va donner, c'est qu'il va assumer quelque chose. Fait que c'est pas nécessairement toujours la vérité. Et les risques élevés, surtout au niveau des audits, la conformité, parce qu'on n'est pas capable de contrôler les données en tant que telles ou les informations qui sont transmises soit par les browsers ou par carrément de télécharger des documents et ou à l'interne, si on a des employés qui font des recherches avec des outils IA, qui fait recherche au complet de votre environnement à l'interne, mais si cet usager-là est dans une place où il y a beaucoup trop de droits, mais il risque de ramasser des informations que vous ne voulez pas comme direction que cette personne aille comme information. Je pense que je le mentionne ici aussi. Donc, comment qu'on peut encadrer tout ça? Ben, il faut reconnaître, avec la question qu'on a posée, il faut reconnaître qu'il y a du shadow AI chez vous ou chez nous. Il faut l'évaluer
par usager, par département, comment que cette personne-là ou ces personnes-là utilisent le IA à leur avantage et évaluer comment que vous pouvez mettre des mécanismes en place pour aider les employés. Il faut avoir un certain minimum de formation pour ces employés-là. Donc, nous, quand on a des campagnes de sensibilisation au niveau de la cybersécurité, il y a des sujets par rapport à Shadow AI, intelligence artificielle à l'intérieur de nos contenus. Donc, on forme les employés de cette façon-là. Mais il y a plein de vidéos éducationnelles qu'on peut sûrement appliquer pour les employés pour essayer de les sensibiliser sur la sensibilité de chaque donnée ou des données qu'on transmet. Euh, aussi, il faut regarder les outils que tout le monde utilise parce que peut-être que moi j'aime Copilot, mais mon collègue n'aime pas Copilot, il va utiliser ChatGPT, puis peut-être quelqu'un d'autre va utiliser Gemini. Donc, il faut voir quel outil qu'il faudrait mettre en place, peut-être un, peut-être plusieurs. C'est à vous autres à décider qu'est-ce que vous voulez mettre en place comme politique. Mais c'est vraiment là le prochain point, c'est appliquer les lignes directrices avec des politiques claires. Et il faut toujours l'évaluer continuellement pour s'assurer que c'est bel et bien le bon outil, parce que ça se peut que peut-être demain, il y a un autre outil IA qui sort, puis c'est beaucoup plus puissant, puis on décide de changer ou l'ajouter dans notre liste. Mais c'est ça. En fait, en bas, on va présenter-le comme une feuille de route, pas comme une répression. On ne veut pas le limiter ou restreindre ou- ou ne pas donner cet avantage d'utiliser IA à nos employés. On veut qu'ils soient plus productifs, évidemment. Et quand je parle au niveau des contrôles de gouvernance, recommandés, premièrement, ça prend une politique au niveau d'utilisation IA. Comment on fait ça? Un peu bizarre de dire ça, mais vous pouvez utiliser Copilot ou ChatGPT pour bâtir une politique de comment utiliser IA. Puis c'est pas une joke, c'est vraiment ça. Mettre une politique, c'est aussi simple que de mettre une politique d'usage ordinateur. En fait, c'est un guide d'employé que vous avez sûrement chez vous sur différents facteurs, comment utiliser un ordinateur, comment se comporter avec les clients, comment avec des partenaires et tout. Ben, il devrait avoir une section qui parle par rapport à l'IA, une politique qui dit l'usage acceptable selon votre entreprise. Ensuite, la seule façon ou une des meilleures façons de voir les types de données ou de limiter les données sensibles de sortir, ben, ça serait, il y a plusieurs étapes, là, mais il y a des règles de classification au niveau des données. Fait qu'on peut taguer les données en étant des données sensibles, personnelles au niveau de la business, versus quelque chose qui est disponible côté marketing, côté public, côté client. Quand on tag les données avec les différentes solutions qu'on peut mettre en place, bien là, ça commence à être une surveillance au niveau de l'activité et le flux et l'information qui est transmise à l'extérieur de votre environnement. Il faut bloquer les extensions au niveau des navigateurs parce que c'est facile à rajouter des extensions par un utilisateur, mais ça se fait plutôt avec des pare-feux que vous avez en place, là, de limiter certaines extensions d'être téléchargées et tout. C'est relativement simple. Qui demande plus de travail, c'est au niveau des règles de classification, les politiques. Puis comme j'ai parlé au niveau de la formation, il faut absolument former vos employés pour s'assurer comme on forme pour la suite Microsoft et comme on forme pour peu importe l'outil qu'on utilise, bien, il faut donner de la formation sur l'intelligence artificielle. J'avais mentionné tantôt un employé qui peut potentiellement aller chercher des informations que vous ne voulez pas. Il faut juste s'assurer au niveau des contrôles d'accès dans votre environnement que cette personne-là fait partie de tel département et il n'aura pas le droit d'aller chercher des informations, exemple dans la comptabilité ou chercher les ressources humaines ou les payes de tout le monde. Parce que veut pas, intentionnellement ou non intentionnellement, les outils IA risquent d'aller chercher ces informations-là si l'utilisateur a accès à cette information-là sans qu'il sache. Est-ce Donc, que, est-ce l'IA. que,
Excuse-moi, Sergio, c'est Oui. justement sur ce sujet-là. On a une question de Saïb. Excuse-moi si je prononce pas ton nom comme il faut, mais des utilisateurs sur les licences IA Pro peuvent-ils accéder aux données saisies par d'autres utilisateurs qui utilisent des IA gratuits? Je ne sais pas si on connaît la réponse à ça. Ça reste qu'il faut faire l'exercice au niveau de la sécurité de vos données. Votre tenant, il faut s'assurer, il y a comme une évaluation que vous devriez faire en termes de la posture de sécurité de votre tenant ou locataire de Microsoft. Ça n'a pas rapport avec une licence de Copilot Pro versus gratuit, mais ça a rapport plus avec le bras de Copilot. Qu'est-ce qu'il est capable de faire à l'intérieur de votre tenant? Mais oui, avec un Pro, il y a beaucoup plus de fonctionnalités, puis ça se peut qu'il soit capable d'aller chercher des informations parce que le Copilot va utiliser les permissions de cet utilisateur, puis qu'est-ce qu'il a le droit d'aller voir et partager ou transférer ou télécharger. Fait que si on n'a pas mis en place des contrôles d'accès et limité la sécurité au niveau et la conformité au niveau des données, mais il y a quand même cette fonctionnalité qui est capable d'aller chercher. Moi, on a fait des tests aussi. On a quelques employés qui faisaient, il y avait un temps, ils faisaient des tests avec Copilot, puis ils étaient curieux de voir jusqu'à quel niveau ils étaient capables d'aller chercher des informations. Puis c'était vraiment puissant. Évidemment, il ne faisait pas partie, mettons, de ressources humaines, mais il était capable d'aller chercher des informations assez larges jusqu'à temps qu'on réalise que, OK, il faut vraiment améliorer la sécurité de notre tenant et les politiques qui sont en place pour s'assurer que l'outil ne peut pas aller chercher des informations là. Et toujours utiliser des outils qui sont approuvés par la direction. Il y en a plusieurs, il faut déterminer lesquels qu'on utilise, puis les autres, il faut les bloquer carrément, de fonctionnalité. Donc, un exemple d'une entreprise qui va possiblement utiliser Copilot comme application Enterprise approuvée versus de juste donner que les utilisateurs peuvent aller utiliser n'importe quel IA qui est disponible sur le web. Fait qu'on il faudrait vraiment limiter. Utiliser des plateformes qui sont plus reconnues, encore une fois, je pense que ça, c'est la norme, en fait. Là. Quand on a quelque chose qui vient de sortir, il faut juste s'assurer que ça fait partie des plateformes reconnues, sécuritaires et tout. Éviter les extensions qui ne sont pas vérifiées. Fait que ça, c'est une extension, mettons, de Chrome qui n'est pas vérifiée. Ça veut dire qu'il n'a pas passé par les tests de Chrome au niveau de la sécurité des données. Fait que si ce n'est pas validé ou vérifié, on ne sait jamais, il y a des informations qui risquent d'être exfiltrées, sorties, puis envoyées ailleurs. Et encore une fois, si on utilise des outils bâtis à l'intérieur, à l'interne, ben, il faut juste s'assurer qu'il y a un encadrement alentour de ça, que ça n'envoie pas ces informations au niveau public. Donc, les meilleures pratiques au niveau des employés, si je peux le suggérer en ce moment, parce que ça prend quand même un exercice de faire l'évaluation, il faut faire la surveillance, il faut mettre en place les politiques, il faut mettre en place au niveau de la sécurité, s'assurer que tout va bien. Le temps qu'on fasse tout ça, bien, il y a quand même des recommandations ou des meilleures pratiques qu'on peut dire en ce moment, genre ne téléversez pas des données de clients avec des informations ou des contrats ou les ressources humaines publiquement. Essayez de limiter le nombre d'outils qu'on utilise. Vérifier les informations que le IA va vous donner quand on pose la question sur le prompt. Parce que, comme j'ai dit, il y a des hallucinations qui risquent d'arriver. Veut pas, l'IA va aller chercher les sites web, mettons, de partout. Puis ça se peut qu'il y ait des sites web avec des informations qui ne sont pas valides, confirmées. Il risque de vous donner ces informations-là aussi. Donc, encore une fois, un genre de double check pour s'assurer que tout va bien au niveau des informations. Il y a beaucoup d'exemples au niveau
hallucinations qu'on risque d'avoir. Peut-être quelques exemples peuvent être genre un médicament qui est correct pour la grossesse ou c'est légal partout, mais on n'est pas sûr si c'est légal partout. Puis est-ce qu'on voudrait vraiment écouter le IA quand il nous donne une recommandation au niveau de médicaments? Ben, c'est parce qu'il s'en va chercher des informations partout. Des fois, c'est de l'information qui n'est pas correcte. Quand on crée le contenu, ben, il faut aussi documenter. Il ne faut pas avoir peur ou avoir honte de dire que ça a été créé par le IA. Fait que nous, on suggère de vraiment dire si on a rédigé un document avec l'IA, ben, qu'on le mentionne quand même. C'est correct. C'est pas le méchant. Euh, Gardez vos informations au niveau des identifiants de connexion confidentiels. Partagez pas vos informations avec d'autres personnes puis utilisez le même compte, un compte chacun. C'est un peu par défaut, ça, comme recommandation. Et si jamais on encourage les employés à venir voir la direction pour dire j'ai trouvé un autre outil, ça serait peut-être intéressant. Fait que d'avoir comme une espèce d'équipe, un comité de IA qui est capable d'évaluer en tout temps qu'est-ce qui se passe au niveau des outils qu'on a en place, puis est-ce qu'on a d'autres outils qu'on peut assigner, ajouter ou enlever et tout. Sergio, Oui. il y a une question de France qui dit, quand je me connecte à ChatGPT, je reçois toujours un code de sécurité unique. Est-ce que c'est plus sécuritaire? Ben, en fait, c'est comme une espèce de multifacteur pour authentifier. C'est correct. Mais ça, c'est au niveau de la connexion. Donc, si on fait ça comme exemple, on se connecte, on a le code, on se log. Ensuite, je prends un document personnel avec mes informations, puis peut-être que je l'ai écrit en anglais, puis j'ai besoin de l'envoyer à mon avocat en français. Là, je le télécharge. Puis là-dedans, j'ai mon adresse, j'ai mon numéro de téléphone, j'ai possiblement d'autres informations. Si je le télécharge avec ChatGPT, ça risque d'être des informations qui vont être publiées ailleurs ou qui vont être ramassées par une autre personne qui va faire des calculs similaires ou des recherches similaires. Donc, c'est pas en termes de connexion, oui, c'est sécur, mais ça reste qu'on a bâti un tunnel, mais on transporte quand même l'information qui est sensible à travers dans ce tunnel-là, puis on le laisse de l'autre côté, puis on s'en va quand on coupe la connexion. Fait que les informations deviennent publiées ou publiques, puis c'est pas nécessairement c'est ça qu'on veut, en fait, au niveau de l'information. Donc, en résumé, euh, c'est ici, c'est en cours. Le Shadow AI est ici. Fait que ça pose un risque, mais c'est pas la fin du monde. C'est juste qu'il faudrait vraiment l'encadrer correctement puis de mettre en place les systèmes, le mécanisme en place pour être capable de surveiller et s'assurer que les informations restent dans votre environnement, qui va vous donner la gouvernance et la conformité. Rajouter une couche de formation pour vos utilisateurs pour assurer, on le dit toujours, les employés, c'est toujours le maillon faible au niveau de la sécurité. Ben, cybersécurité, mais ça reste que l'employé risque d'être toujours le maillon faible au niveau de l'IA à cause des informations qui sont transmises. Et on l'a dit déjà, donnez moyen à vos équipes là, au lieu de les restreindre. Il faut vraiment les aider à être plus productifs et avancer, ce qui va évidemment aider la compagnie au complète. Euh, euh, excuse, on va juste répondre à Anne-Claire. Oui. Demande, peu importe le type de licence payante ou versus gratuite que nous avons, dès que nous téléversons euh, des documents, ceux-ci deviennent publics. Il me semble que je pense avec ChatGPT, si on paye l'abonnement, eux autres, ce qu'ils font, c'est que, si je ne me trompe pas, ils gardent des informations à toi au lieu de le publier, ça reste sécuritaire. La Euh, même chose pour Copilot. Donc, la même si chose c'est pour payant. Copilot. La même chose pour Copilot. Mais encore une fois, le mot sécuritaire, euh, ChatGPT vous dit que l'information est sécuritaire. Il dit que c'est vraiment sécuritaire, puis est-ce qu'on est capable de valider s'il partage cette information à l'arrière-plan? Fait qu'on n'est pas sûr. Euh,
Donc, ouais, il faut penser toujours, si quelque chose est gratuit, mais il risque d'avoir des informations publiées partout. Si vous donnez des informations sensibles, il risque d'être disponible publiquement. Euh, Normalement, quand on paye pour un abonnement, ben, c'est censé avoir un certain paramètre à l'intérieur de tout ça. C'est bon de regarder le légal là, pour voir qu'est-ce qu'ils font avec. C'est un peu la même chose avec Google, avec Comme toute n'importe application. lequel. Là, Comme toute regarder application. qu'est-ce Oui, qu'ils font avec vos informations. oui, Toujours bon. oui. Fait que ça nous amène à la fin, ou presque la fin. Si on a d'autres questions, c'est sûr qu'on les prend, mais on vous remercie beaucoup de votre participation à notre webinaire aujourd'hui. Nous espérons que vous repartez avec plus d'informations sur le Shadow AI qu'au début du webinaire. Nous vous encourageons de télécharger le guide et à communiquer avec votre micro-âge local pour toute question. Le guide, le lien est ici, mais Patrick, notre collègue, l'a mis sur le chat aussi, fait que vous pouvez le télécharger. Nous serons de retour le 12 mars, qui va être un jeudi. Nous autres, nos webinaires sont d'habitude le jeudi, mais Sergio n'était pas disponible demain, fait qu'on a fait le mercredi. Donc, on est de retour le 12 mars avec notre prochain webinaire qui sera un peu une continuation de celle-ci, mais qui va se concentrer sur l'utilisation sécuritaire des outils d'intelligence artificielle et gratuits parce que, comme Sergio l'a dit, ces outils sont déjà utilisés dans vos organisations. Donc, sensibiliser votre équipe, c'est la meilleure à leur utilisation sécuritaire demeure votre meilleure option. Fait que ça va être un genre, je Genre dirais pas partie un 2, atelier, une là, mais juste, continuation, oui. oui, c'est ça, mais des exemples de comment vous pouvez utiliser l'outil sans donner vos informations nécessairement, là. Donc, surveillez vos courriels et nos réseaux sociaux pour l'invitation. Et je ne sais pas si on a des questions. S'il y a d'autres questions, on peut répondre. Sergio, il aime ça, répondre aux questions. Fait que, puis il y a plein d'informations. Fait que, on va regarder, voir. L'autre chose aussi que je voulais partager avec vous, et c'est Patrick, encore là, merci. On a un petit sondage, donc n'oubliez pas de répondre au sondage. Ça nous permet encore une fois d'améliorer nos webinaires et de mettre des sujets sur la table que vous aimeriez voir. Donc, avec ça, s'il Ah, n'y a pas d'autres. je pense que j'ai vu des questions. Oh, J'ai vu oui. la main, Rodrigue pose une question. Est-ce qu'on peut le. Alors, Mike. Rodrigue, je ne sais pas si. On peut activer le son, je ne sais pas. Mais il me semble que j'ai essayé de le faire. Je ne sais pas si. Tu m'entends-tu? Oui. Oui, oui. Je voulais savoir que le Copilot Business, il est intégré à Outlook. Ça peut-tu créer des risques pour l'utilisateur? Pas censé, en fait, il y a quand même une certaine limitation de ce qu'on peut faire avec l'outil. Non et oui. J'aime pas cette réponse, mais désolé. C'est parce que Microsoft commence à imposer le Copilot partout dans leur suite. Et en arrière-plan, ils disent que vous devriez faire un assessment ou une évaluation de votre environnement de sécurité, mais ils ne le disent pas parce qu'ils décident de l'intégrer dans la suite avec des licences sans vous obliger de faire l'évaluation. Fait que, pas censé, mais encore une fois, je ne suis pas sûr à quel niveau qui est capable de ramasser des informations puis de les partager. Je ne pense pas, parce qu'il va OK. essayer de le limiter dans votre tenant, OK, pour être OK. honnête. Mais ça reste qu'il faut quand même faire l'exercice. Je peux donner un exemple. Quand on fait, genre dans Teams ou SharePoint, quand on partage le document avec plusieurs collègues, mais quand on partage ce document-là, si on n'a pas des règles en arrière de ça qui dit
partage-là, est-ce qu'on veut que ça dure 30 jours, 30 semaines, 3 ans? Ça reste là disponible. Fait que si cette information qui est un peu sensible, puis on voulait juste faciliter la vie de 3 personnes pour envoyer ça via Teams, mais si c'est disponible pendant 2 ans, puis dans 2 ans, quelqu'un fait recherche avec Copilot, puis que vous n'avez pas mis une sécurité en place, le lien est toujours là. Il y a peut-être d'autres partages parce qu'on ne peut pas contrôler les 3 autres personnes qui ont possiblement partagé ça avec quelqu'un d'autre. C'est là où ce que les règles au niveau de le data compliance qui parle et les politiques et règles au niveau de SharePoint, Teams et tout le partage des données rentrent en place. Il faut vraiment mettre quelque chose juste pour limiter l'information, la durée de vie de ces informations-là, puis qui est capable d'aller chercher. Et merci. On a une autre question. Je veux juste essayer de le mettre live. Pourquoi ça ne marche pas? Je ne sais pas. Non, c'est pas ça que je fais faire. Moi, je ne suis pas capable de le faire non plus. Je ne peux pas, Non, je pas sais faire pas. un mute. Saïb, si tu Ouais, si c'est tu veux correct. mettre. Ah oui, c'est Ça correct. fonctionne. OK. Parfait. Ouais, merci. Désolé. Dans le fond, je voulais reprendre la question de Anne-Claire Nobillier, elle est avec nous dans le webinaire. Donc, elle se demande si, peu importe le type de licence qu'on a, payante ou gratuite, est-ce que cela permet au public d'avoir accès à des documents qu'on a téléversés, maintenant une recette maison d'une entreprise, par exemple, pour correction, pour apporter des modifications dessus. Est-ce que cela donne un accès à d'autres utilisateurs, que ce soit qui utilisent des IA Pro ou gratuites, à ce genre d'informations? Merci. Quand c'est gratuit, ça risque d'être de l'information qui est publique. Quand c'est payant, comme on a dit, ça dépend le site ou l'application, leur politique en termes de partage de données. Il faut aller voir qu'est-ce qu'ils ont comme politique pour qu'est-ce qu'ils font avec vos données. Typiquement, quand on paye pour un abonnement, ils sont censés de garder vos informations personnelles, sont supposés de restreindre ces informations-là ou ces documents-là dans votre environnement et de ne pas les partager publiquement. Mais je ne connais pas toutes les règles de tous les autres outils, fait que ça reste je ne peux pas le répondre à 100%. Mais c'est clair que quand c'est quelque chose de gratuit, que vous risquez d'avoir des informations qui sont publiées et accessibles par tout le monde. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à cette question-là. Absolument, absolument. Merci beaucoup. Okay. Merci. On a une couple d'autres questions. Roxane, données peuvent être rendues publiques avec abonnement ChatGPT Business. Encore là, c'est payant. En fait, c'est la même réponse. Je ne connais pas à 100% toutes les... un peu la question pour n'importe quelle application. Il faudrait vraiment voir sur le site. On pourrait, je ne sais pas si on a-tu quelque chose comme ça dans notre e-book qui parle de. Ça, non. Il faudrait qu'on fasse un peu plus de recherche là-dessus, voir parce que techniquement, ils disent quand c'est payant, ils gardent des informations privées puis ils ne les partagent pas de ce que j'ai lu généralement. Mais encore là, c'est bon de voir dans leur licence qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Est-ce qu'ils peuvent quand même utiliser vos informations pour former l'engin de l'IA? Est-ce que c'est vraiment fermé et c'est juste à vous autres? C'est pas utilisé pour aucune autre chose. C'est vraiment d'aller voir sur les licences. Fait que, comme Sergio a dit, techniquement, c'est ça qu'ils nous disent, là, comme Copilot, mettons. C'est dans le tenant, c'est à vous, c'est à part des restrictions d'accès interne, ça ne va pas à l'externe du tout. Là. Mais c'est quelque chose à garder. Là. Parce que c'est des outils, quand c'est des outils qui sont SaaS, qu'on appelle, là, Software as a Service, sont obligés d'être conformes au niveau du SOC 2, le SOC 2 Compliance. Fait que ce qui donne, c'est qu'il faut qu'ils passent à travers toutes
la liste de conformité en termes de sécurité d'une application ou des données qui sont hébergées dans Info Nuagique. Fait que c'est sûr qu'ils vont dire qu'ils garantissent les données qui restent privées. Mais c'est ça, il faut vraiment juste... rien n'est à 100%. Fait que je peux pas dire, je peux pas mettre le temps pour dire oui, c'est très sécuritaire, oui, c'est sécuritaire à 100% avec ChatGPT ou peu importe, avec Gemini ou avec même Copilot, sans lire tous les détails de qu'est-ce qui se passe. C'est mieux, ça c'est sûr. C'est mieux que le gratuit. Oui, c'est ça. Ouais. France demande, y a-t-il un guide qui permettrait de mettre en place une stratégie pour une sécurité accrue? C'est-tu le prochain partie 2, ça, qu'on va parler les détails? C'est un genre d'atelier, je dirais pas que c'est un guide, mais pour ça, France, moi, je dirais peut-être parler avec le micro-âge, votre micro-âge pour demander justement, parce que ça prend quand même, j'imagine, une analyse là, de qu'est-ce que vous avez en place et tout ça, côté sécurité, côté les outils qui sont utilisés et tout ça. Fait que ma recommandation, là, c'est de parler avec votre micro-âge pour demander cette question, pour de l'aide à mettre un guide pour vous spécifiquement. Je sais que Microsoft, ils ont beaucoup d'informations sur leur site web par rapport à ça. Il y a le Copilot Readiness qui appelle. Copilot Readiness Assessment, je pense que ça s'appelle. Puis c'est une liste d'activités ou tâches ou choses que vous pouvez faire comme exercice pour essayer de commencer votre trajet vers d'être conforme ou de limiter les informations, de sécuriser votre environnement. C'est vraiment étape par étape qui vous explique quoi mettre en place avec quel genre de solution et comment limiter ou mettre des permissions ou limiter les permissions. Quand même long, je veux juste vous aviser que ce n'est pas un document de 2 pages, c'est assez complexe, mais c'est quand même ça sert bien de passer à travers, d'avoir une meilleure aperçu de ce que ça prend pour mettre ça en place. Merci, Patrick. Patrick a fait des recherches le temps qu'on parlait. Fait que, Oui. il y a des contrôles, ça a l'air dans ChatGPT. Fait que c'est bien. Fait que c'est ça, c'est bien de regarder qu'est-ce qu'ils ont en place. OK. Je ne sais pas si on a d'autres questions. Juste donner quelques secondes. Ou quelques instants, je devrais dire, pas secondes. On ne va pas rusher personne. OK. Ben, écoute, merci Sergio pour la présentation. Comme d'habitude, c'est toujours intéressant. Et merci à vous tous d'avoir passé la dernière presque heure avec nous. Fait qu'on apprécie. On vous souhaite une belle journée et n'oubliez pas de nous donner vos commentaires sur la présentation. Comme je vous dis, on aime ça parce qu'on améliore et on essaie de présenter des sujets qui vous intéressent. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je me semble que j'avais vu une main mais non. Fait que merci beaucoup et on vous souhaite une belle reste de journée. Merci tout le monde.